Et donc, comme ma tête n'explique pas, je viens du Laos. depuis, suédois. voilà, 1976, je suis arrivé. Et puis, comme je gratouillais déjà un peu, et avec des copains ici, on a monté tout de suite un groupe. Donc, comme la musique fait partie de ma vie, donc, on a on s'est toujours entraîné là-haut. C'est là où on connaît Thomas, qui était tout le temps là-haut. Si on voulait voir Thomas à l'époque, tous les jours, c'est à Salgounod qu'il faut y aller. Donc lui, il est là-bas, bricolé, en permanence, ouais. 24 sur 24. Ouais, et puis, de temps en temps, on faisait la bringue là-haut. Donc, d'un côté, ça arrivait pas mal de fois. Je suis arrivé presque en même temps que Tong. Je suis arrivé vers 75 à peu près aussi. Et du coup, après, j'ai pratiquement resté... je suis resté sur Moreno, puis j'ai fait la connaissance, bien sûr, de tout le monde, de Thomas, de Nadir. On était en classe ensemble. Et après, Abder et... Moi, je suis né à côté de Clermont-Ferrand, à Rion. Et mon père était militaire de carrière. Et quand il a fini son service en 1968, on est venu habiter à Saint-Étienne pour son travail. Il travaillait donc à la ville de Saint-Étienne. Et on habitait à la Cotonne, jusqu'en 71 qu'on est venu habiter ici, donc le premier bâtiment qui est derrière cet immeuble. Et quand j'ai commencé la musique, c'était avec les copains, on imitait les grands déjà, qui habitaient là, qui roulaient en malagouti, tout ça, qui goûtaient du Johnny, etc. Et donc on jouait dans la rue, on chantait, et puis on a appris, on aimait bien les pionniers du rock'n'roll des années 50. Et on s'est dit, tiens, on va aller un peu plus loin et tout. Et puis c'est là qu'on a commencé à vouloir s'entraîner, mais il n'existait pas à l'époque encore les salles qui sont derrière les écoles. On faisait des balles dehors. C'est quand Chantal. Dehors, on faisait des trucs dehors, comme ça. On organisait un bal dehors, on décidait de faire on se branchait chez quelqu'un, et on avait et on faisait de la musique dehors. C'est vrai. On jouait n'importe où. Moi, je me rappelle avec les Bobines Scout, une fois, on a joué. On avait. Vous savez, les trucs blancs à l'époque, moi, ça plaît, c'est les haut-parleurs, tu sais. Les gamins dans les matchs, on ne comprend rien. Des mégaphones. Il y avait 2 mégaphones. Il doit y avoir une sono, il n'y avait pas de sono. Huss, il a chanté sur des mégaphones. On a regardé un cochon. On n'avait rien et on se débrouillait. Et on a fait tout le concert. C'est qu'on était dans un quartier où tout le monde se connaissait. Il y avait une confiance et il y avait une convivialité. Déjà, rien que nos parents, quand il faisait beau, pendant les étés, ils descendaient tous dehors, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ils discutaient entre eux, ils partageaient même le café, ils partageaient même le thé. Voilà, on pouvait pas s'absenter de chez nous en laissant les portes ouvertes. Il y avait jamais rien. Voilà, et les enfants pouvaient gambader, aller s'amuser. Il n'y avait pas de crainte. Puis il n'y a pas 300 chaînes. Il n'y en avait que 2. Donc, voilà. Non, mais ça réunissait les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les moyens modernes, faut reconnaître que chacun reste dans son petit coin, regarde sa télé, son Internet, son ordinateur. Et il n'y a plus cette... les anciens ici. Oui, mais... C'est plus la même convivialité maintenant. Sur Moreno, si vous vous souvenez, il y avait un groupe oriental, Isnagan. Ouais. Il y avait un groupe de reggae. Il y avait un groupe
le premier groupe de rock'n'roll qui s'est monté à Moreno, c'était les Bobines Cats. Hein, par la suite, après, avec Moustaphe, vous avez monté des groupes de rock, vous avez monté des groupes de doo-wop, il y a eu des groupes de country. Donc c'est bien quand même qu'il y avait une variété musicale qui était très riche à Moreno. Samir a joué dans un groupe de variété. Nadir a fait combien d'années, même jusqu'à l'heure actuelle, de la musique de variété. Tong, hein, il a fait du jazz, il a fait de tout. Donc c'est vrai qu'au niveau culture musicale, on était très riche ici. À l'époque, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on était... Il y avait donc, comme je disais, il y avait des Français, il y avait des Asiatiques, il y avait des... On se posait pas la question. Oui, on se posait pas la question, c'était normal, parce que on avait différentes cultures. On n'avait pas besoin de se poser qui était qui quoi. Hein. Chacun apportait sa propre richesse. Mais tandis que maintenant, il n'y a qu'une seule culture qui est là, qui existe. Et donc, ils recherchent une certaine forme d'identité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Voilà, ils sont perdus. Je pense comme ça, maintenant. C'est comme on reprend pour le football. À Moreno, on avait deux équipes, le CAS et l'AS Moreno. Il y a eu... bon, je veux pas vous l'apprendre. Hein, il y a eu combien de bons joueurs qui ont transité dans ces deux clubs? Énormément. Énormément de joueurs. Donc voilà, le quartier... humainement, on va dire, il était très très riche, que ce soit en événements culturels ou sportifs. 70, 75, 80. Bon, déjà, j'étais déjà sportif, je jouais au foot dans un club de Moreno, parce que j'aimais bien le foot. Et c'est dans ce club de foot où j'ai été footballeur, dirigeant, enfin capitaine, dirigeant, entraîneur, plein de postes bénévoles à l'intérieur, où j'ai commencé à tisser, j'allais dire, implicitement la profession que j'exerce, de travailleur social que j'exerce maintenant. Donc quand je dis ça, c'est pour vous dire que je me suis retrouvé avec des mômes du quartier d'en dessous, mais que je connaissais, avec le respect qui était existant, à vouloir les aider parce qu'il y avait une association qui s'était montée. Je me souviendrai toujours, c'était comment s'appelle l'association pour la gestion de la future maison de quartier de Moreno, et qui avait créé un club de jeunes qui est sous Gounod. Et ce club de jeunes, ils avaient embauché un animateur diplômé, mais un animateur diplômé qui ne devait pas du tout, j'allais dire, être prêt à travailler avec ce type de population parce qu'elle était massive avant d'être agressive. Je dis comme ça. Bien sûr que la masse, c'était compliqué à gérer, mais j'allais dire, dans les logiques dans lesquelles des transmissions, on va dire, culturelles, avec les plus vieux, ils étaient très respectueux, sauf si cette personne se laissait marcher dessus. Mais encore, l'irrespect, c'était pas insulte ni bagarre. C'est quand on leur disait de sortir, ils sortaient pas. Voilà, c'était des choses comme ça. C'était rarement conflictuel. Énorme. Moi, je me souviens avoir organisé des fêtes là-bas, et quand tous ces gamins arrivaient, ils rentraient, comme ils faisaient d'habitude. Je disais, qu'est-ce que vous faites là? Allez dehors. Ils partaient tous, hein, voilà. C'était comme ça. C'était... Et j'étais pas beaucoup plus vieux qu'eux. J'avais 3-4 ans de plus qu'eux. Hein, voilà. C'est surtout... Mais moi, j'avais 18 ans, ils en avaient 13-14. Hein, et ça discutait pas, là. Maintenant, même moi, je sais pas si je m'amuserais à leur dire de la même manière. Ce serait plus compliqué, parce que je crois que la question du respect, elle est partie dans d'autres sphères. En tout cas, elle n'est pas à travailler de la même manière. Heureusement qu'il y avait des bénévoles comme eux qui nous ont tenus un peu, parce que c'est vrai qu'on était quand même on était turbulents, mais dans le bon sens du terme. Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de... Ouais. On était juste turbulents, quoi, mais il n'y avait pas de... Tu parles de turbulence, je crois que tu m'as déjà posé la question une fois, et tu m'avais dit que vous nous aviez fait souffrir. Et moi, je t'ai dit à l'époque, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, parce que ce sont les meilleurs moments. Et je ne me souviens pas, ça c'est important, je ne me souviens pas d'un seul mauvais moment avec n'importe lequel d'entre vous. J'avais une équipe, 7 nationalités différentes. Jamais un mot plus haut que l'autre. Mais je leur disais toutes les années, en début d'année, bon, je leur disais, les gars, avant de vous signer vos licences, il faut que vous sachiez comme je marche pour les nouveaux arrivés. Et j'y disais, chez moi, c'est la démocratie. Ils me disaient tous, ah bon? Je lui dis, oui, tant que vous faites ce que je veux, ça ira. Donc si vous êtes d'accord avec ça, signez la licence.
et tous ils la signaient et j'ai eu des souvenirs immémorables avec eux. On a été champion de France FGT en junior. On a été faire des tournois en Rome, à Marseille, à Nice. On a fait vraiment énormément de choses ensemble. Et pour moi, ça restera marqué à vie. Moi, je me rappelle, parce que j'étais un gentil garçon, mais j'étais un emmerdeur. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. J'étais toujours la bouche ouverte. Non, tu fais du mal. J'étais un emmerdeur. Et je me souviens avoir m'être pris la tête avec Paul, qui était notre entraîneur de foot, et d'être parti en colère. Mais je disais pas à mon père, parce que si je disais quelque chose à mon père il me disait mais retourne là-bas et ferme ta bouche, tu vas t'excuser. Surtout qu'il s'entendait bien avec Paul. Ouais, et puis même, mais voilà, alors qu'aujourd'hui, tu dis un truc à un gamin sur le terrain, enfin voilà, le père il vient et ils disent mais qu'est-ce que vous avez dit à mon fils Pour vous montrer qu'à l'époque, il n'y avait pas de soucis, on s'entendait bien tous. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu 14 ans, donc on avait la mobilette et tout, et il y avait un commissariat qui s'était monté à Moreno. Sous la tour. Et ils nous connaissaient tous et on faisait des courses de mobilette avec eux. Commissaire Kunz. Pour vous dire comme quoi ça se passait très bien avec eux. Et ils nous connaissaient et ils savaient très bien que on respectait, qu'on faisait pas de grosses conneries. Et ça se passait super bien. Je crois que votre activité est exemplaire. Elle est exemplaire parce que le CAS est dans un quartier difficile. Un quartier neuf. Excusez-moi, de quel point de vue difficile? Mais difficile parce que c'est un quartier neuf. Et en règle générale, les quartiers neufs qui n'ont pas de tradition de vie associative, d'activités socio-culturelles, sportives, et fait que ces quartiers nouveaux ne connaissent pas un épanouissement physique et moral comme dans les anciens quartiers. Le fait qu'il y ait le cas à Moreno, des difficultés que nous rencontrons dans d'autres quartiers de même nature, tente à se dissiper ici à Moreno parce que votre activité couvre plusieurs disciplines, puisque vous avez, je crois, 15 ou 16 sections et que vous avez une vocation à éduquer la jeunesse et à faire en sorte que cette jeunesse s'épanouisse dans le sport. En 1977, la liste communiste menée par Joseph Sankdols gagne les élections municipales à Saint-Étienne. Dans son programme, la place de l'urbanisme est au premier rang. Ce programme donne la priorité à la reconstruction des quartiers avec un souci de mixité fonctionnelle et sociale et la réhabilitation de l'habitat dans sa globalité. Mais la décision de restructurer la ZUP de Moreno résulte avant tout d'une volonté politique. La cellule du Parti communiste est alors l'une des plus importantes et des plus dynamiques de la Fédération de la Loire. 3 ans plus tard, le projet de restructuration du secteur Saint-Saëns voit le jour. 1980, eh bien, c'est la première tentative avec une greffe, c'est le quartier Saint-Saëns, avec quand même des signatures des architectes de renom, puisque Chemetov, De Villers interviennent sur ce quartier-là et on trouve une forme d'habitat nouvelle, des duplex. On a changé, on change d'image, on change d'organisation intérieure d'appartements et une tentative de faire venir une population nouvelle, de régénérer ce quartier. Cette greffe a été, je dirais que sur le plan de l'urbanisme, une réussite. Sur le plan, aujourd'hui, 30 ans après, on voit bien la limite de l'exercice. Quand on a construit ces choses-là, on les a construites en rêvant à un modèle parfait. Et je crois que la ville est par définition quelque chose d'imparfait et de contradictoire. Là, sur le papier, c'était en général très beau. Et en plus, la population qui y est venue d'abord, c'est une population d'employés, d'ouvriers qualifiés, de contremaîtres, de fonctionnaires. Et le drame des grands ensembles, c'est que cette population a eu envie de partir parce qu'elle était dans ce qu'on appelle en termes savants une trajectoire immobilière. C'est-à-dire que ces gens disaient on vient d'un habitat délabré, on va dans un habitat qui est meilleur avec l'eau chaude, les cabinets à l'intérieur, une baignoire, le chauffage central, mais c'est qu'une étape. Donc après, on va peut-être aller ailleurs.
Et quand ils ont vu arriver sur les mêmes lieux une population dont ils pensaient qu'elle leur était inférieure socialement, ils ont commencé à se dire, il faut qu'on parte plus vite. Et à partir du moment où ils sont partis plus vite, pour des petites maisons un peu plus loin, certains d'entre eux plus récemment pour revenir au centre-ville, on a remplacé cette population de départ par une population qui, elle, n'avait pas le choix et qui n'avait pas de véritable trajectoire immobilière, et qu'on a finalement, le mot est excessif, mais qu'on a un peu parqué dans un endroit dont on ne pouvait plus bouger, et un endroit loin de la ville. En 1983, la défaite de l'Union de la gauche se traduit par la remise en cause de la politique urbaine menée depuis 1977. De 1983 à 1989, Moreno passe du devant de la scène aux oubliettes. Je me souviens d'un ancien maire de Saint-Étienne, pour ne pas le nommer, qui s'appelait M. Dubanchet, qui lors des élections municipales de 81, je crois, ou 83, 83, oui, je crois, hein, parce que c'était après Sancdols, a eu cette phrase quand même qui est malheureuse et que j'ai pris en pleine figure en tant que citoyen de ce pays et stéphanois de naissance. Il a dit de toute manière dans ces quartiers, que ce soit Moreno ou bien Montchauvet, les quartiers sud-est, eh bien, il faut mettre les Arabes avec les Arabes. Donc, in fine, il avait donné en quelque sorte un ordre aux bailleurs, et notamment au principal bailleur de la ville, dans laquelle la ville de Saint-Étienne est partie prenante en tant qu'administrateur. Eh bien, petit à petit, on a logé donc des populations de certains quartiers, on les a mis ici, puis après, chemin faisant, il y a des immeubles entiers à Moreno qui ont pour occupants, locataires, des hommes et des femmes issus d'un même pays, voire peut-être même d'une même région, voire même d'une même tribu, entre guillemets. Et après, quelques temps plus tard, on nous parle de ghetto, etc. Ensuite, ça se répercute sur quoi? Ça se répercute sur les écoles primaires, qui ensuite, ça se répercute sur le fameux collège, qui est le collège Marc Seguin qui se trouve en bas, et qui, depuis des années, ne perd sans cesse des habitants. Pourquoi vous habitez Moreno? J'ai pas eu le choix. C'était à Moreno et pas ailleurs, ou alors à Montchauvet. Et bon, j'ai quand même préféré Moreno parce que j'avais ma famille sur Moreno et puis que je connaissais Moreno depuis toute petite. J'y venais en vacances parce que je ne suis pas natif de Moreno, ni de Saint-Étienne d'ailleurs. J'ai choisi Moreno, au lieu de choisir Montchauvet. J'avais pas d'autre choix. Il est super ce quartier, il est génial, mais une trop forte communauté, quand des gens de même culture sont ensemble, quand il n'y a pas d'ouverture, quand il n'y a pas d'autres cultures, on peut pas avoir d'ouverture sur autre chose. Enfin, j'arrive pas très bien à m'exprimer. Enfin, j'aimerais sortir de ce quartier, pas parce qu'il ne me plaît pas, pas parce que j'en ai peur aussi, parce que c'est vrai, j'en ai peur, mais pas pour cette raison, mais pour voir autre chose, pour connaître d'autres gens, et pour que d'autres gens me connaissent, et pour laisser ma place à une autre personne différente des gens de Chabrier, que cette personne peut-être